Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal qui s'ouvre par les principaux titres. Au sommaire de ce journal, après son échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, a fustigé le fait de voir le Rwanda violer aussitôt les accords de paix signés à Washington le 4 décembre dernier. Cependant, elle a exprimé la volonté de son pays de faire respecter ces accords. Et puis les élus nationaux ont, avant de clôturer la session de septembre, adopté 2 projets de loi majeurs. C'était avant le discours du speaker de cette chambre basse du Parlement, Aimé Boji, qui a jugé cette session dédiée au budget très contraignante. Au sommaire encore, la loi sur le partenariat public-privé en RDC va être révisée et ce, après quelques jours de réflexion dans un atelier lancé par le ministre du Plan, Guilain Nyembo. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et enfin, ici en province, la vice-présidente de l'organe délibérant, Liliane Kombamaka, a échangé avec la délégation de la Ligue des personnes vivant avec handicap. Vous suivrez d'amples détails dans ce journal. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouvrons cette session d'actualité par cette information. L'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité des crimes contre l'humanité. Il a été reconnu coupable par la cour d'assises de Paris lundi 15 décembre 2025. Plus de précisions dans ce commentaire des confrères de la chaîne nationale. L'écope de 30 ans de prison, l'ancien rebelle Roger Lumbala a été condamné ce lundi 15 décembre 2025 par la cour d'assises de Paris. Cet homme de 67 ans a été condamné au titre de la compétence universelle qu'elle octroie pour juger les crimes contre l'humanité. Roger Lumbala, qui a 10 jours pour faire appel, a refusé d'assister à son procès, déniant toute légitimité à la justice française. Mais il est revenu écouter les verdicts impassibles. 3 chefs de guerre ont déjà été condamnés par la Cour pénale internationale pour des crimes commis lors des conflits qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo depuis 3 décennies. Mais aucune cour nationale d'un pays n'a pu s'octroyer la compétence universelle jusqu'à présent et condamner quiconque pour ces atrocités. Roger Lumbala était jugé en France en vertu de la compétence universelle pour association de malfaiteurs et complicité des crimes contre l'humanité dans le nord-est de la RDC. Cet ancien cadre du RCDN a été interpellé en décembre 2020, mis en examen en janvier 2021 et inculpé en 2023. Il était jugé depuis le 12 novembre 2025 à Paris devant la cour d'assises pour complicité des crimes contre l'humanité et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité pour des faits commis à l'est de la République démocratique du Congo, notamment en 2022. Ce procès, qui a duré 5 semaines, a examiné les rôles de cet ancien chef rebelle du Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes, RCDN, accusé d'avoir participé à l'opération Effacer les tableaux.
Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis, attend de l'administration Trump une réponse face aux actes de violation de l'accord de paix signé à Washington par le Rwanda. À propos de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo après audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani. La diplomate américaine a en outre encouragé le numéro 1 de l'administration territoriale. Lucie Tamlin est à suivre dans cet extrait. C'était une visite de courtoisie pour présenter les nouveaux collaborateurs au niveau de l'ambassade, mais aussi pour avoir une appréciation de la situation sécuritaire sur tout le territoire. Donc on s'est entretenu par rapport à ça. On a aussi échangé par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Et c'était pour nous une opportunité de remercier le ministre pour le dispositif sécuritaire qu'il a mis en place pour renforcer notre sécurité au niveau de l'ambassade et aussi d'échanger par rapport à l'importance d'avoir une ville calme et sûre pour nous et pour toutes les personnes qui habitent dans la ville. Donc voilà, c'était un peu le contenu et je lui ai remercié pour la collaboration pendant tout mon séjour ici. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme des violations de l'accord qu'ils viennent d'assigner. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui ont été installés et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc nous comptons sur cette structure, ce cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. Un peu après cette audience, l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo s'est exprimée en conférence de presse tenue toujours le lundi 15 décembre 2025. Regardez. Les accords de paix signés entre la RDC et le Rwanda le 4 décembre 2025 sous la supervision du président des États-Unis, Donald Trump, visent le renforcement des engagements de ces deux pays pour mettre fin à plusieurs décennies de conflits, favoriser la coopération économique et jeter les bases solides d'une paix durable. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, qui reconnaît et applaudit cet événement historique de Washington, a au même moment, au cours d'une conférence de presse tenue en sa résidence, exprimé son indignation face à cette reprise des affrontements sur terrain dans la partie est de la RDC. Lucie Tamlin s'est dit déçue de ces comportements affichés par le Rwanda. On a dit clairement que nous voulons que le Rwanda respecte ses engagements faits avec le président Trump à Washington le 4 décembre. Donc, c'est ça notre réaction. Nous allons travailler très étroitement avec tous les pays concernés pour que les engagements soient respectés. À la question de savoir si ces accords signés à Washington reflétaient déjà un échec, ou même comme certaines voix le disent, faudrait-il y associer d'autres acteurs comme les Nations Unies ou quelques personnalités locales autour de cette table, l'ambassadeur Lucie Tamlin reste rassurant pour l'accompagnement de son pays à la recherche de la paix en RDC et pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Non, je pense que le président Trump a montré qu'il va lutter pour la paix en RDC. Lui-même, il est très engagé et suit avec beaucoup d'intérêt la situation sur le terrain ici. Et comme j'ai dit, nous sommes en train de préparer une réponse. Les États-Unis, selon Tamlin, restent fermement attachés à soutenir ces efforts tout en reconnaissant que l'immense potentiel économique de la région des Grands Lacs ne pourra se réaliser que par la mise en œuvre complète des engagements en matière de paix et sécurité.
Rendons-nous à l'Assemblée nationale où la clôture de la session de septembre, session essentiellement budgétaire a eu lieu le lundi 15 décembre 2025. Dans ce mot de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a déclaré que cette session a été marquée par un important volume d'activités. C'était avant d'adopter deux projets de loi majeurs que vous allez découvrir dans cet élément. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant habilitation du gouvernement. 2. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés tels que modifiés et complétés par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. À la veille des vacances parlementaires, l'Assemblée nationale a adopté deux lois majeures au cours d'une séance plénière marquée par des débats approfondis. Présidée par l'honorable Aimé Boji Songara, président de l'Assemblée nationale, la plénière du dimanche 14 décembre 2025, tenue à la veille de la clôture de la session ordinaire de septembre, a permis aux députés nationaux de se prononcer sur des textes jugés essentiels à la vie de la nation. La première loi adoptée porte habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance-loi pendant les vacances parlementaires. Le texte a été présenté par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marqué Kila, représentant le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa. Cette habilitation vise à assurer la continuité de l'action publique en permettant au gouvernement de prendre des mesures urgentes relevant du domaine de la loi. La seconde loi adoptée concerne les régimes des biens, le foncier et l'immobilier. Après un examen approfondi par une commission mixte regroupant les commissions politiques, administratives et juridiques ainsi que celles de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sur les 420 députés nationaux présents, tous ont voté en faveur de ces deux lois désormais transmises au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour promulgation conformément à la Constitution. Enfin, la plénière a été marquée par la présentation d'une motion d'information sur la situation préoccupante des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi, dénonçant des arrestations arbitraires assimilées à des actes de kidnapping. Au ministère du Plan, Guilain Nyembo a lancé officiellement la réforme de la loi portant sur le partenariat public-privé. Dans son mot, il a déclaré que cette révision s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Réforme du partenariat public-privé en RDC, un pas stratégique vers un développement accéléré. Le gouvernement congolais enclenche une nouvelle dynamique dans la modernisation de son économie. Le ministre d'État au plan Guilain Nyembo Mbouizia, en présence de son collègue de Poste et Télécommunications José Pandakabangou, a procédé au lancement officiel de la réforme de la loi sur les partenariats public-privé, mieux connu sous l'acronyme PPP. La réussite de ce double processus, en l'occurrence la révision de la loi PPP et la montée en compétences, reposera sur une coordination interinstitutionnelle exemplaire, la rigueur et l'engagement total de chacun d'entre nous. Le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement est fidèle à son élan de renforcement de l'efficacité de l'action publique en général et de l'investissement public en particulier, jouera sans relâche son rôle afin de booster l'un des secteurs clés de son portefeuille institutionnel. Cette réforme vise à aligner le cadre juridique de la RDC aux standards internationaux afin de faire du PPP un véritable levier d'investissement pour le projet d'infrastructure. Inscrite dans le plan national stratégique de développement 2024 et 2025, cette réforme intervient dans un contexte marqué par de besoins croissants et un espace budgétaire limité. Ces travaux bénéficient de l'appui de la BAD et la Facilité africaine de soutien juridique.
Au chapitre de l'agriculture, la praticabilité de la relance agricole et la sécurité alimentaire en période de fragilité ont été au centre d'un colloque agricole d'échange d'expériences entre les organisations de la société civile, experts scientifiques et acteurs politiques ouvert lundi 15 décembre 2025 à Kinshasa dans la capitale. Reportage. Sommes-nous prêts à donner des pistes de financement du secteur agricole? Sommes-nous prêts à donner accès aux produits agricoles de la RDC au marché intérieur et extérieur? Sommes-nous prêts, à partir de la coopération internationale, de relancer notre secteur? C'est par ce questionnement interpellateur que le secrétaire général à l'agriculture, Damas Mamba Mamba, a au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi Butondo, ouvert le colloque agricole d'échange d'expériences entre les organisateurs de la société civile, les experts, les scientifiques et les acteurs politiques sur la praticabilité de la relance agricole et la sécurité alimentaire en période de fragilité. Pour avoir la revanche du sol sur le sous-sol, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il faut changer de paradigme, prendre des décisions courageuses dans les secteurs agricoles. Il est donc attendu de ce forum des recommandations pertinentes pour plus d'efficacité de la politique agricole congolaise. L'Union africaine, représentée par Sarah Garbi, Chair Cluster Agriculture and Rural Economy, s'est jointe aux efforts de réflexion. Pendant 3 jours, soit du lundi 15 au mercredi 17 décembre, tous sortiront les meilleurs d'eux-mêmes pour un avenir agricole radieux. Dans le reste de l'actualité, après sa visite à Kalemi dans la province du Tanganyika où il a échangé avec les militaires, les blessés et les épouses des militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, au mois janvier a réalisé sa promesse, celle de leur envoyer des vivres et non-vivres. Plus de précision, c'est dans cet élément de reportage. La guerre ne s'arrête pas au front, elle continue dans la chair des blessés et la précarité de leurs familles. En agissant à Kalemi, le gouvernement affirme que l'abandon n'est plus une option politique. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, l'un de 3 axes majeurs de son programme, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a promis lors de sa récente visite à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, une assistance sociale en faveur des blessés de guerre et de leurs familles déplacées de Bukavu et de Goma à la suite des récents affrontements. Cette promesse s'est concrétisée par la remise d'une gibecière composée des vivres et de biens non-vivriers destinés à répondre aux besoins primaires des bénéficiaires installés au camp marin de Kalemi. Au total, 290 ménages, dont 60 blessés de guerre et plus de 150 veuves, ont bénéficié de cette assistance constituée notamment de sacs de semoule et de riz, des viandes de bœuf, de haricots, de sucre, de cartons de conserve, l'huile végétale, des pièces d'épargne pour les dames, des jus, des bâches ainsi que des cartons de savon et de poudre à lessive. Cette action intervient quelques jours seulement après le passage du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Kalemi, où il s'était longuement entretenu avec les blessés de guerre sur les conditions de vie, leur situation salariale et leur prise en charge médicale à l'hôpital militaire de référence. Par ailleurs, tous les enfants en âge de scolarité présents sur le site ont été identifiés et inscrits dans les écoles environnantes, garantissant ainsi la continuité de leur parcours éducatif. Enfin, il convient de souligner que d'autres mesures scolaires durables sont en cours de réflexion, notamment la construction de nouveaux bâtiments modernes afin d'améliorer durablement les conditions d'accueil des familles déplacées de l'Est de la République.
Ici en province, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, Liliane Komba Maka, a échangé le lundi 15 décembre 2025 avec une délégation de la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap venue solliciter l'implication de l'organe délibérant afin d'obtenir un financement pour organiser la célébration de leur journée. Plus de précisions, c'est dans cet élément signé Esther Mbouyi et Alain-François Tshisoka. Plaider pour une assistance financière pour bien célébrer la Journée internationale de personnes vivant avec handicap est l'une des préoccupations soumises ce lundi 15 décembre 2025 à la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Komba Maka Liliane, par une délégation de la Ligue provinciale des handicapés. Cette délégation a sollicité l'implication de l'Assemblée provinciale afin d'obtenir un financement pour organiser cette journée commémorée le 3 décembre de chaque année. Nous sommes venus ici à l'Assemblée provinciale en rapport avec la date du 3 décembre, dédiée à la personne vivant avec handicap. Et nous avons été reçus par la vice-présidente, Maman Commando, Maman Liliane Komba, et nous avons exposé nos problèmes. Et elle était très sensible pour trouver solution. Et elle nous a promis qu'elle va faire rapport au président qui est en mission. L'honorable vice-présidente, qui après avoir échangé avec un comité restreint dans son cabinet de travail, est descendue afin de rassurer les autres membres de la Ligue provinciale de personnes vivant avec handicap sur l'accompagnement de l'organe délibérant dans ces dossiers. Kufanya mkazo ile banasema plaidoyer na kujua kusumbutisha executif a répondre mu mabesoin yenu. Tutamwambia mbele gouverneur vile le 3 iko na regrouper le makategori yote 5 bandicapé moteur, balbinos, baveugle, basourd-muet, handicapé mentaux, badéficient. Ndio vile tunabaita na shie tasungumuza na président. C'est avec motif de satisfaction que les personnes vivant avec handicap ont quitté le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Poursuivons ce journal avec la page sportive dans un instant. Ligue nationale de football à Likasi, l'US Mpanda a concédé une nouvelle défaite à domicile en s'inclinant 1-0 face à Chikas de Mbujimai. De son côté, à Kindu, Bukavu Dawa a remporté les 3 points par défaite, par forfait, suite à l'absence de MK Etancheté et qui n'a pas effectué le déplacement pour cette rencontre. Plus de précision, c'est dans cet élément signé John Musonda. La 30e édition de la Ligue nationale de football continue de livrer son lot de surprises. Ce lundi 15 décembre 2025, l'EF Chikas de Mbujimai a décroché une précieuse victoire 1-0 face à l'US Panda de Likasi au terme d'un match amplement disputé. Dès les coups d'envoi, les 100 et or de Likasi ont montré de l'envie et tenté de prendre le contrôle du match, mais leur manque de réalisme offensif les a trahis. La première période s'est soldée sur un score vierge malgré plusieurs occasions de part et d'autre. Au retour des vestiaires, Panda a procédé à quelques changements pour dynamiser son secteur offensif, mais sans succès. C'est finalement Chikas qui a su tirer profit d'une erreur défensive pour inscrire l'unique but de la rencontre. Ces succès offrent un bol d'air à Chikas dans la course au maintien, tandis que Panda enchaîne une 4e défaite consécutive et s'enfonce un peu plus dans la zone rouge avec un risque réel d'être relégué. De son côté, Étoile du Kivu s'est vu attribuer une victoire par forfait 3-0 après les non-déplacements des MK Etancheté à Kindu. Néanmoins, les hommes de Bukavu engagent des points importants sans avoir eu à fouler la pelouse. Une victoire importante pour Étoile du Kivu qui se relance au classement du groupe B. Place à présent aux informations en dehors des frontières nationales.
En international, 2 ressortissants botswanais auraient été victimes d'un processus de recrutement trompeur pour finalement combattre dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. D'autres titres d'actualité en dehors de nos frontières sont à retrouver dans ce condensé qui porte la voix et la signature de Leroy Mwamba Ketalu. Bienvenue mesdames et messieurs à cette page internationale qui s'ouvre par cette information. Des enfants dont de très jeunes ont été tatoués. C'est ce que révèlent des chercheurs américains de l'Université d'État de l'Arizona et de l'université. Ils ont scanné les corps des personnes appartenant à ce qui est aujourd'hui le Soudan. Certains de ces tatouages remontent à des centaines, voire des milliers d'années. Nous avons trouvé bien plus que ce que nous avions prévu. Et nous avons ajouté 25 nouveaux individus à un recueil de seulement 30 qui avait été publié précédemment. Nous avons donc presque doublé le nombre de tatouages connus. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est ce que nous en avons trouvé sur des jeunes en bas âge, de tout petits. Et même un tatouage possible sur un nourrisson âgé de 7 mois et demi à 10 mois et demi. Le nombre de tatouages sur les très jeunes enfants a donc été une découverte très surprenante. Nous ne nous y attendions pas du tout. Eh bien, cela nous en dit long sur la culture, expliquent quelques chercheurs. Et puis la tempête Buran, un système dépressionnaire viol qui a provoqué des inondations en Grèce et en Chypre avant d'atteindre Gaza en début de semaine, a désormais touché terre, apportant des fortes précipitations qui ont déjà inondé plusieurs sites d'accueil et exposé près de 7950 Palestiniens déplacés à un risque accru. Les précipitations devraient se poursuivre dans les heures à venir, aggravant encore des conditions de vie des familles qui vivent déjà dans des abris précaires. Des fortes pluies ont commencé à s'abattre sur des centaines de sites de déplacement, submergeant des zones où même des précipitations modérées peuvent rapidement devenir dangereuses. Malgré les cessez-le-feu, les Palestiniens déplacés continuent de vivre dans des zones surpeuplées, avec peu de protection encore, la montée des eaux. Finissons cette page en international par cette information. Des ressortissants du Botswana auraient été victimes d'un processus de recrutement trompeur pour se retrouver finalement à combattre en première ligne sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le ministre botswanais de Relations internationales a déclaré lundi dans un communiqué que les 2 hommes âgés de 19 ans et 21 ans avaient été induits en erreur en leur faisant croire qu'ils participeraient à un programme de formation militaire de courte durée en Russie. À la lumière de ces informations, le ministre par voie diplomatique et en consultation avec les autorités chargées de l'application de la loi s'est activement engagé dans cette affaire afin de vérifier l'authenticité des informations et de déterminer où se trouvent les 2 jeunes hommes et dans quel état ils se trouvent. C'est même la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Avant de terminer la clôture de la session de septembre, session essentiellement budgétaire est également intervenue le lundi 15 décembre 2025 au Sénat. Quel bilan faire et quelles sont les perspectives pour la session de mars de l'année 2026? Jean Bamanissa Saïdi, sénateur élu de la province de la Chopo, est l'invité de votre journal. Pour en parler, il a été joint au téléphone par notre confrère Grégoire Kazuba Maloa. Je vous prie de suivre donc leur entretien. Le sénateur Bamanissa Saïdi, bonjour. Oui, bonjour. Il y a eu clôture de la session ordinaire de septembre 2025, le lundi 15 décembre de cette année au niveau du Sénat. C'était hier. Alors, dites-nous, est-ce que toutes les matières ont été abordées? Certains autres devoirs ont été en tout cas toutes rencontrés. Il est vrai qu'il est resté sur la table beaucoup d'autres questions. Il y a des questions orales avec débat encore qui restent. Et puis, des commissions d'enquête aussi qui n'ont pas été mises en place.
place. Cela fait traîner les constats que nous faisons lorsque nous allons sur le terrain en province. C'est des questions qui devraient être résolues beaucoup plus rapidement. Quel est le bilan dressez-vous étant bien sûr sénateur pour cette session de septembre essentiellement budgétaire? Le budget a été voté, donc dans les mêmes termes que l'Assemblée, mais c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Nous aurons certainement un budget rectificatif dès le mois de mars, étant donné qu'il y avait cette crise au niveau de l'Assemblée et que le budget est arrivé assez en retard et il n'y a pas eu beaucoup de temps de le traiter correctement. Donc certaines choses seront revues, certainement à partir du mois de mars. Mais au moins nous avons pu procurer au gouvernement un budget qui a été fortement augmenté. Vous savez, hier nous avons fait passer aussi la loi sur l'habilitation du gouvernement qui met en pratique le revenu personnel, qui a une réforme fiscale qui se met en place et que chaque citoyen doit payer des impôts et taxes pour donner au gouvernement les moyens, mais en même temps nous sommes là pour suivre que ces moyens puissent servir vraiment au peuple congolais, les infrastructures, l'électricité, l'eau, les routes, donc pour que les impôts qui sont payés par les entreprises et les citoyens congolais soient bien dirigés, bien orientés et que cela serve. Concrètement, sénateur, quelles sont les perspectives d'avenir pour la session de mars de l'année 2026 au niveau du Sénat? C'est d'abord, la question de la paix. Il nous faut la paix parce que sinon ça perturbe tout le programme du gouvernement, des gouvernements provinciaux, la partie Est, l'économie. Ça nous consomme beaucoup aussi parce que malheureusement nous travaillons sur les priorités qu'il y a au lieu de faire de la planification. Et la planification c'est le long terme, c'est ce qui permet de construire vraiment le pays. Il nous faut sortir de cette période de crise et que l'argent qui est destiné justement à réduire la pression sécuritaire sur la RDC puisse servir à autre chose. Donc nous remercions le chef de l'État qui fait un effort pour une diplomatie et nous disons que cette diplomatie doit être celle de tous les Congolais. Vivre dans un pays qui est secoué et qui n'a pas d'assises pour son développement, son avenir, sa jeunesse, n'est pas une bonne chose. Il faut que nous puissions tous faire bloc pour refuser les déstabilisations. Monsieur Jean-Banis Saïdi, je rappelle que vous êtes un sénateur élu de la Tchopo. Magloire Radio Télévision à partir de Lubumbashi vous dit merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci bien. Et ça sera la fin de cette édition du journal que nous avions eu le plaisir de vous présenter. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.